What do you think of Obamacare? I don't think anything of it because my belief is quite simple. We in the United States of America should have a policy that anyone who gets sick should be able to go to the doctor. Now, how they want to do it is up to them. But if we'd get out of all these damn wars, we'd have more money to pay for health care than we could shake a stick at. But instead, it's go to war, go to war, go to war. I love the reaction of the American people on the Syria deal. The calls were 300 to 1 opposing any more war. Finally, you're all waking up. Finally, you're waking up that we've been at perennial war for 60 years. Enough of this. Enough of this war crap. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Alors vous avez vu Jesse Ventura interviewé sur CNN dans l'émission de Piers Morgan. Jesse il a envoyé du lourd pendant 11 minutes, je peux vous dire. Bon là je vous en ai mis une toute petite partie. À la fin de cette vidéo je vous en remettrai encore 3-4 minutes, donc ne partez pas trop vite. On va passer au sommaire de ce numéro. On va parler d'infos internationales en revenant sur tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient, que ce soit en Iran, en Irak, en Israël. On va parler d'économie en parlant de cette fameuse taxe que le FMI veut mettre en place sur tous les ménages européens. Et on terminera avec la santé et l'environnement. On va beaucoup parler de cancer et on va parler aussi de Fukushima. Voilà, attachez vos ceintures, on y va. On attaque les infos internationales et on va démarrer avec l'Afghanistan. L'Afghanistan où 4 soldats US ont trouvé la mort lors d'une opération dans le sud du pays. C'était le 6 octobre dernier. Les talibans ont revendiqué la responsabilité de l'attaque. Un autre soldat américain a été tué, lui, le 5 octobre, après qu'un soldat afghan ait retourné son arme contre lui. Ceci porte le nombre de soldats US tués à 140 cette année. Enfin, 140, c'était le chiffre jusqu'à ce qu'il y ait encore une nouvelle attaque. Cette fois-ci, c'était sur une base américaine à Bagram, la plus grande base américaine US. Ça s'est passé le 6 octobre également. Donc, c'était une attaque à la roquette. Selon Press TV, la base aérienne de Bagram, au nord de Kaboul, a été visée par plusieurs roquettes. Le parti islamiste d'Afghanistan, le Golbodin Hekmatyar, en a tout de suite revendiqué la responsabilité avant d'annoncer la mort de plusieurs militaires américains, chose qui n'a pas été confirmée par l'OTAN. Voilà, on continue et on va parler du Liban et d'Israël puisque ces deux pays se disputent les frontières maritimes depuis des années et le problème risque de devenir encore plus compliqué puisque les sous-sols sont riches en gaz. Donc Israël a menacé le Liban d'une action en justice et même d'une action militaire si le Liban continue d'empiéter sur son territoire. En même temps, une action militaire signifierait certainement une réponse du Hezbollah et ça pourrait déclencher une guerre régionale à minima. On continue, on va parler d'Israël qui produit entre 10 et 15 bombes nucléaires chaque année. Selon l'Institut Stockholm International Peace Research, Israël a produit de 690 à 950 kg de plutonium et produit entre 10 et 15 bombes nucléaires type Nagasaki chaque année. Israël, qui développe également des armes chimiques très sophistiquées en plus d'armes biologiques et nucléaires, réfute à signer tout traité international visant à permettre à l'ONU d'inspecter ses arsenaux nucléaires, biologiques et chimiques. Rappelons que Israël est la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient qui possède entre 100 et 300 ogives nucléaires. Voilà. On continue avec un regain de violence entre Israël et la Cisjordanie. Un Israélien a été battu à mort et sa femme blessée dans leur maison dans une colonie en Cisjordanie occupée le 11 octobre avant l'aube. C'est ce qu'a indiqué la police en privilégiant l'hypothèse d'une attaque palestinienne. Il y a moins d'une semaine, une fille de 9 ans a été légèrement blessée alors qu'elle jouait dans son jardin dans la colonie de Bzagot en Cisjordanie près de Ramallah. Selon le quotidien Haaretz, 2 jeunes Palestiniens ont été arrêtés lundi dans le cadre de cette agression. Le 22 septembre dernier, un jeune soldat israélien a été tué à Hébron dans le sud de la Cisjordanie, dans ce que l'armée présente comme une attaque de snipers palestiniens. Un jour auparavant, un corps de soldat a été retrouvé près de la ville de Kalkilia en Cisjordanie. Un Palestinien aurait reconnu les faits, mais ses motifs et les circonstances du meurtre restent floues. Donc voilà, ça continue de chauffer en Cisjordanie entre Palestiniens et Israéliens. On continue et on va parler du nucléaire iranien. Alors un serpent de mer qui va et qui vient sans arrêt. À combien on en est de l'arme nucléaire iranienne? Un mois, un an, 2 jours, 90%, on trace une petite ligne rouge.
sur une bombinette à l'ONU. Enfin, c'est un serpent de mer, ça revient sans arrêt. Et là, c'est Barack Obama, le 5 octobre dernier, qui déclare que selon les évaluations du renseignement américain, l'Iran est à 1 an ou plus de construire la bombe nucléaire. Alors ça, c'est en contradiction avec le rapport qui avait été donné en mars dernier par l'AIEA et par James Clapper, ancien lieutenant général de l'US Air Force et actuel directeur du renseignement national des États-Unis, qui était arrivé à la même conclusion, c'est-à-dire que les dirigeants iraniens veulent conserver la possibilité de faire ou non une arme nucléaire, selon Clapper, mais il n'y a aucune preuve solide comme quoi l'Iran a décidé de relancer son programme d'armement nucléaire. Un rapport spécial révélé par Reuters donne de nouveaux éléments de preuve, renforçant ainsi ces affirmations, selon lesquelles l'Iran n'a pas encore décidé de poursuivre un programme d'armement nucléaire et n'a pas reconstitué un programme clandestin d'armement nucléaire. Voilà, deux informations complètement contradictoires. On continue, on va continuer de parler de l'Iran avec une tentative de sabotage dans une centrale nucléaire iranienne. Ça, c'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires étrangères iranien Ali Akbar Seli. Alors, selon lui, 4 individus soupçonnés de préparer un sabotage sur un site nucléaire ont été arrêtés. Les interrogations sont en cours, mais on ne sait pas sur quel site nucléaire ce sabotage aurait eu lieu. On continue et c'est toujours sur l'Iran. Vous vous souvenez quand je vous ai dit il y a 2 semaines, il me semble que la Russie avait finalement pris la décision de livrer les lance-missiles S-300 à l'Iran malgré l'interdiction américaine et israélienne. Poutine avait pris la décision d'y aller. Bon, apparemment, selon les dernières informations, le contact est pris entre Téhéran et la Russie sur ce sujet, mais pour le moment, ça n'a pas donné lieu à des négociations sérieuses, selon l'ambassadeur iranien en Russie, Mahmoud Reza Sajjadi. Donc voilà, pour l'instant, la situation est bloquée. On continue et on va parler maintenant de l'Irak. Alors l'Irak, comme d'habitude, j'allais dire que chaque semaine, c'est toujours pareil, des morts et encore des morts. Cette fois-ci, c'est le 5 octobre dernier. Un terroriste kamikaze a actionné un engin explosif dans une foule de pèlerins à Bagdad, faisant au moins 49 morts et 70 blessés. Mais bon, les criminels de guerre, je le répète, les criminels de guerre qui ont déclenché 2 guerres en Irak, plus d'1 500 000 morts, balancé de l'uranium appauvri et tué je ne sais combien de femmes, enfants, hommes, tous qui n'étaient coupables de rien du tout, eux ils sont toujours tranquillement chez eux, ils n'ont aucun problème. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. On continue, on va parler encore des États-Unis qui sont intervenus cette semaine, c'était en Libye et en Somalie. Alors en Libye d'abord, pour arrêter Abu Anas al-Libi, soupçonné d'appartenir à l'organisation Al-Qaïda et accusé d'avoir participé aux attentats en 1998 contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya. En Somalie ensuite, pour frapper un des chefs des islamistes Shebab, responsable de l'attaque du centre commercial de Westgate à Nairobi au Kenya. Vous vous en souvenez, c'était il n'y a pas très longtemps. Alors gardons toujours à l'esprit que la Somalie fait partie de la fameuse liste du général Wesley Clark. On continue et on va parler de l'Égypte maintenant, où on a compté 50 morts et des dizaines de blessés dans des affrontements entre la police et des partisans du président déchu, l'islamiste Mohamed Morsi. Plus de 200 membres des Frères musulmans ont été arrêtés au Caire. Les partisans de Mohamed Morsi ont manifesté dans plusieurs villes, alors que le gouvernement soutenu par l'armée voulait marquer le 40e anniversaire de la guerre israélo-arabe de 1973. Les partisans de Morsi dénoncent un coup d'État militaire en juillet dernier. Toujours en Égypte, cette fois-ci c'est les Américains qui suspendent une partie de l'aide militaire aux Égyptiens. Donc ça c'était attendu depuis un petit moment déjà. Donc les États-Unis vont suspendre la livraison d'une partie de leur aide militaire à l'Égypte dans l'attente d'un progrès en matière de démocratie et de respect des droits de l'homme. C'est ce qu'a annoncé le département d'État. Le montant de l'assistance aux forces armées égyptiennes qui va être retenu correspond à plusieurs centaines de millions de dollars, a-t-il ajouté. D'après les sources au sein de l'administration et du Capitole, les États-Unis vont ainsi suspendre la livraison de kits de chars M1A1 Abrams, fabriqués par General Dynamics Corps, de chasseurs F-16 fabriqués par Lockheed Martin Corp, ainsi que d'hélicoptères Apache et de missiles Harpoon fabriqués par Boeing. Donc là, ça va quand même toucher plus les multinationales américaines qu'autre chose. On continue et on va parler de cyberguerre cette fois-ci. On va parler des conséquences encore de l'affaire Edward Snowden, puisque ça continue de faire des vagues. Puisque Edward Snowden utilisait un système d'email encodé qui s'appelle l'Avabit, pour pouvoir correspondre sans être inquiété par les services secrets US. Alors bien évidemment, l'Avabit a été rapidement pointé du doigt par toutes les agences américaines et a été sommé de coopérer avec eux. Le fondateur de l'Avabit, Levar
Lévison, a tout fait pour s'y opposer. Le 9 juillet, il a été accusé de désobéissance et résistance à des ordres légitimes et menacé d'être envoyé en prison s'il ne coopérait pas. Après plusieurs semaines de bataille, il a décidé de s'aborter la va-vite et de détruire les emails plutôt que de devoir les transmettre aux autorités américaines. Une décision qui lui a permis de protéger ses clients, mais qui ne lui a pas permis d'être à l'abri de la justice, loin de là, puisqu'aujourd'hui il cherche des fonds pour pouvoir se défendre contre le gouvernement américain. Alors on continue au niveau de la cyberguerre, cette fois-ci on va parler de la Chine, parce qu'on ne peut pas toujours pointer du doigt les États-Unis, la Chine aussi, puisque selon les Nouvelles de Pékin, qui est un organe de presse officiel, alors c'est quand même bizarre qu'un organe de presse officiel nous donne des informations comme ça, mais bon, pourquoi pas. Donc selon les Nouvelles de Pékin, il y aurait environ 2 millions de personnes en Chine dont le travail consiste à trier, à l'aide d'un logiciel et de mots-clés, les milliards de messages publiés chaque jour sur les réseaux sociaux chinois pour identifier les plus critiques. Alors ces policiers de la toile sont payés par les organes de propagande du gouvernement et du Parti communiste, mais aussi par les sites commerciaux. On termine ces infos internationales avec une information incroyable qui nous vient d'Inde, puisqu'on apprend qu'une usine à bébés va voir le jour. Autorisée depuis 2002 en Inde, la gestation pour autrui est devenue une gigantesque industrie et attire de plus en plus de convoitises. Une immense clinique est en train de sortir de terre à Anand, dans la province du Gujarat, sous l'impulsion de Naya Patel, une femme médecin spécialiste de la fécondation in vitro, formée à Singapour, en Angleterre et en Corée du Sud. L'établissement abritera des centaines de mères porteuses qui aideront les couples occidentaux infertiles à concevoir un enfant. Selon BBC News, le marché indien de la gestation pour autrui est estimé à plus d'1 milliard de dollars par an dans un pays où un tiers de la population vit avec moins de 0,6 dollars par jour. Donc pour porter un enfant, une femme pourra espérer toucher jusqu'à 8000 dollars. Inutile de dire qu'il va y avoir une file d'attente pour pouvoir porter des bébés en Inde, pas avec une telle somme. Alors on sait très bien qu'en Afrique, notamment au Nigeria, il y avait déjà des usines à bébés. Voilà maintenant que c'est en Inde. On passe à la partie économie maintenant et on va parler de la super taxe du FMI bien sûr, puisque selon lui, le taux d'endettement public ont atteint de tels niveaux qu'il faudra trouver des solutions iconoclastes. C'est ce qu'indique le FMI dans un rapport qui pose une nouvelle fois le problème de la soutenabilité des dettes des États avancés, soi-disant avancés, l'Europe, les États-Unis, le Japon. Le FMI rappelle qu'elles représenteront 110% du PIB en moyenne dans ces pays, soit une augmentation de 35 points de PIB par rapport à la situation de 2007. Il faut donc trouver des solutions radicales. Je cite, « Les taux de taxation nécessaires pour ramener les ratios de dette par rapport au PIB à leur niveau de la fin 2007 nécessiteraient une imposition d'environ 10% sur tous les ménages disposant d'une épargne nette positive. » Donc voilà, c'est pour revenir à un taux de dette de 2007. Pas du tout pour effacer la dette, on est bien d'accord. C'est un peu ce que le FMI, la Troïka avait fait en Grèce l'année dernière, où on avait fait un haircut de 20% environ de la dette de la Grèce. Mais depuis fin 2012, l'endettement de la Grèce est reparti à la hausse. Donc c'est exactement ce qui se passerait avec la France, avec le reste de l'Europe. Donc autrement dit, on veut nous mettre en esclavage ad vitam aeternam. Voilà. On continue et on va parler du gaz de schiste et d'une compagnie pétrolière qui réclame 1 milliard d'euros à l'État français. C'est cette compagnie pétrolière qui s'appelle Schueppbach, qui n'est pas très connue quand même, qui réclame, selon le bulletin de l'industrie pétrolière, 1 milliard d'euros à l'État au titre de préjudice qu'elle a subi du fait de l'abrogation de ses permis visant des gaz de schiste à Nantes, en Aveyron et à Villeneuve-de-Berg en Ardèche. Le Conseil constitutionnel va se prononcer dessus le vendredi 11 octobre. On continue, alors on fait un petit point sur les avancées du marché transatlantique et transpacifique. Alors pour cela, la fin de semaine dernière, je suis allé à la rencontre de Magali Pernin qui tient le site contrelacour.fr. Regardez. Un de tes derniers articles, c'est sur le traité transatlantique. On essaie de suivre ça d'à peu près, enfin de près, même si on n'a pas trop d'informations, mais bon, heureusement tu es là pour nous en donner. Alors justement, quelles sont les dernières informations sur le traité transatlantique que tu as ? Alors, les dernières que j'ai, c'est que cette semaine, à partir d'après-demain, donc de lundi, je ne sais pas quand sortira la vidéo, mais à partir du 7 octobre, aurait dû s'ouvrir le deuxième cycle de négociation, mais visiblement il a été annulé à cause des difficultés budgétaires que connaissent les États-Unis. Donc je ne sais pas jusqu'à quand il sera reporté. Par contre, si je peux me permettre de faire juste un petit historique de ces derniers mois pour replacer les choses en contexte, le marché transatlantique, c'est donc la plus grande zone de libre-échange qui va être constituée au monde.
On en discute depuis les années 90. Je crois que tu avais eu Lior à ce sujet, qui vous avait fait un petit topo sur le grand historique. Moi, je voudrais juste revenir sur les derniers mois. J'ai pris des petites notes. C'est le Conseil européen d'octobre 2012 qui a chargé la Commission européenne d'accélérer les négociations et de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Il faut savoir que le Parlement européen était vraiment associé à ce travail-là. En octobre 2012, ils ont également voté une résolution qui a été approuvée par l'ensemble des socialistes français. Ça, c'est une chose que j'aime bien rappeler, hormis Madame Castex. Donc on voit aujourd'hui les socialistes français être un peu plus frileux sur le sujet, mais il faut savoir qu'en octobre 2012, ils étaient plutôt favorables à l'accélération des négociations. Il y avait un groupe de travail qui avait été monté en novembre 2012 par la Commission européenne avec les Américains et qui a rendu un rapport en février 2013, donc cette année. Ce rapport a été validé par la Commission européenne et elle s'appuyait sur ce rapport-là pour inscrire ce qu'on appelle un mandat de négociation, puisque dans le cadre des institutions européennes, c'est la Commission européenne qui a la compétence pour négocier tout ce qui relève de la politique commerciale de l'Union européenne et des États membres. Donc en mars dernier, elle a validé son projet de mandat en interne et ensuite elle l'a transmis aux États pour négociation. C'est pour ça qu'on en a beaucoup entendu parler au printemps, parce que la France a tenu à ce que dans le cadre de ce mandat, il y ait eu une exclusion au niveau du domaine commercial et au niveau militaire. Ce mandat, il a été approuvé en juin dernier et les négociations ont véritablement commencé en juillet dernier. Voilà, juste pour que vous le sachiez, l'audiovisuel et la culture ont bien été retirés du projet de mandat que j'ai publié sur mon site. Je l'ai traduit parce qu'il est uniquement disponible en version anglaise. Voilà. Et il n'a pas été publié officiellement par la Commission européenne, il a fuité. Et c'est ces fuites-là qui ont été traduites. Donc le domaine culturel a été retiré, mais malgré tout, ils ont rajouté une petite clause qui dit que dans le cadre des négociations, donc qui vont se tenir pendant plusieurs mois, la Commission européenne a le droit, entre guillemets, de proposer de rajouter des sujets qui seraient approuvés, dont l'ajout serait approuvé par les États. Voilà où on en est aujourd'hui. Les négociations ont commencé. D'après ce qu'on m'a dit, les négociations qui se sont tenues en juillet, ça a vraiment été des réunions de cadrage pour essayer de balayer tous les sujets et faire le point sur les positions des deux parties. Visiblement, les négociations d'automne étaient là pour véritablement travailler sur le fond des choses. La dernière conférence de presse du commissaire en charge du commerce international disait, alors c'est une conférence qui date d'il y a peu de jours puisqu'il l'a tenue le 30 septembre, il disait qu'il encourageait les négociateurs à faire preuve de créativité pour pouvoir présenter en janvier 2014 à l'examen politique un aperçu commun des composantes réglementaires du futur projet de traité. Il tient à ce que l'année prochaine on fasse de grands progrès pour apparemment arriver à un accord d'ici 2015, j'imagine. Voilà. Dis-moi juste une petite question comme ça pour ceux qui se posent la question justement. Est-ce que à l'issue de ces négociations, est-ce qu'il y aura éventuellement un vote des nations ou un vote des peuples, ou alors est-ce que les traités seront entérinés et ça serait comme ça que ça se passera? Alors le domaine commercial en Europe, c'est un peu compliqué, j'ai du mal moi aussi à avoir une position vraiment arrêtée sur le sujet. Quand on lit la réglementation, on voit que les accords commerciaux sont de toute façon validés par les institutions européennes, donc à savoir le Conseil des ministres, la Commission qui présente le projet bien évidemment, et le Parlement européen. Par contre, quand on considère que c'est entre guillemets un traité commercial dont la compétence est à la fois partagée par l'Union européenne et par les États membres, ce traité-là, il est porté aussi à l'approbation des parlements nationaux. Ce qui est visiblement le cas dans le projet de transatlantique. La Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale a tenu à mentionner dans sa résolution qu'à la fin, de toute façon, ils se prononceront sur le traité. Moi, j'ai pas réussi à avoir
la phrase ou le texte qui dit ça exactement. Exactement. J'ai demandé à la Commission européenne, est-ce que vous êtes certain, pouvez-vous me confirmer? Voilà, je n'ai pas réussi à avoir la confirmation explicite de la Commission européenne, comme quoi il s'agissait d'un traité qui relèverait à la fois de l'approbation des institutions européennes et des États membres. Mais je pense que c'est le cas, mais je peux pas l'assurer. Et en même temps, si c'est le Parlement, je veux dire, ça passera. On n'a pas de doute à ce sujet. Alors que si jamais c'est les peuples qui votent, bon bah là il y aura peut-être un petit problème. Si la question est de savoir comment il sera ratifié, c'est certain que dans tous les cas, même si c'est une compétence partagée et qu'il revient aux États membres de valider le projet, de toute façon, ce sera le Parlement qui validera le sujet. Visiblement, c'est quand même un sujet assez tendu. Quand les ministres du Commerce ont dû valider le projet de mandat, on a quand même vu que ça bougeait à l'intérieur du Parlement, que pendant les QAG, il y avait des questions qui portaient sur ce sujet-là. Je ne sais pas comment les députés vont pouvoir entériner la chose, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils le suivent de près, donc on verra. D'accord. Voilà. Alors, tu nous parles du traité transatlantique, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a le traité transpacifique qui est en route. Et justement, tu me disais qu'il y avait des négociations cet été et cet automne. Alors justement, je suis allé voir sur Internet où est-ce qu'on en était du traité transpacifique. Du coup, je ne m'y intéresse pas. Voilà, du tout. le traité transpacifique, donc alors, on rappelle, ça va comprendre l'Australie, le Brunei Darussalam, le Canada, le Chili, les États-Unis, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. Alors ensemble, ces pays représentent un marché de 792 millions de personnes et un PIB combiné de 27,5 milliards de dollars. Donc ça fait pratiquement 40% de l'économie mondiale. Donc c'est quand même une grosse partie, mais bon, il y a les États-Unis dedans, donc forcément c'est gros. Donc voilà, donc eux aussi, ils ont eu des réunions pendant cet été et là, pendant le mois de septembre aussi. Alors on voit très bien les sujets qui ont été abordés. Les obstacles techniques au commerce, le commerce électronique, les questions juridiques, les marchés publics, discussions bilatérales sur l'accès au marché. Donc là, on voit bien que de ce côté-là, là, fin septembre, services financiers, propriété intellectuelle, environnement. Donc le plan est en marche, côté transpacifique et côté transatlantique. Vivement que ça se mette en place, ce truc-là. En complément de ces informations sur le traité transatlantique, notons que les Européens et les Canadiens ont réussi à se mettre d'accord et à surmonter la presque totalité des obstacles qui empêcheraient la conclusion d'un ambitieux traité de libre-échange après plus de 4 ans de négociations. Alors nous, on n'a absolument aucune indication sur ce qu'il y a dans cet ambitieux traité, mais bon, apparemment les choses avancent plutôt vite de ce côté-là. On continue, on va parler du Japon maintenant, puisque le Japon veut investir dans l'économie russe. Alors on se demande bien avec quel argent, puisque les Japonais sont certainement une des nations les plus endettées du monde, avec quasiment 220% d'endettement, 220% du PIB d'endettement, enfin. Donc le Japon espère engager des investissements dans différents secteurs de l'économie russe, selon l'ambassadeur japonais à Moscou, Takehito. Je cite, le Japon possède de hautes technologies assurant une économie importante d'énergie électrique. Il dispose également de technologies de pointe en médecine. Notre pays est en outre intéressé à développer la coopération dans l'agriculture en premier lieu dans différentes régions de l'extrême-orient russe. Voilà ce qu'a indiqué le diplomate. Alors bon, quand il nous parle d'une économie importante d'énergie, je me pose la question quand même parce que bon, pour l'instant toutes les centrales nucléaires du Japon sont arrêtées. On veut bien sûr en faire repartir quelques-unes pour faire des économies sur le gaz et sur le pétrole, ça coûte très très cher. Donc je me demande bien avec quel argent les Japonais vont investir. Et enfin, c'est quand même assez bizarre cette information. On continue avec une information absolument incroyable sur l'Espagne. Alors le titre, ça m'a fait rigoler, elle est vraiment super. À court d'idées et endettée, l'Espagne va taxer le soleil. Incroyable. L'Espagne a un taux d'ensoleillement le plus important du monde pratiquement, avec 3000 heures de soleil par an à Séville par exemple, et possède des installations de création d'énergie électrique avec le soleil très importantes, si bien que la production d'électricité surpasse la demande de 60%. Ben, ils ont qu'à en vendre à la France, puis pourquoi pas au Japon même. Du coup, l'Espagne se retrouve en déficit, ce qui représente une dette de 26 milliards d'euros. Résultat, le gouvernement va mettre en place une taxe sur le soleil. Incroyable. Mais plus encore, puisque les Espagnols qui ont installé des panneaux photovoltaïques pour produire leur propre électricité, et donc qui n'utilisent pas ou peu l'électricité produite par les centrales solaires, vont être surtaxés. Voilà. On continue avec le Portugal où le gouvernement portugais a annoncé son intention d'introduire en bourse la Poste du Portugal.
Plus de 70% du capital de la Poste portugaise va être introduit en bourse, emboîtant le pas du Royaume-Uni qui vient d'introduire, lui, l'emblématique Royal Mail. Voilà. Donc la Poste portugaise qui vieillit de près de 500 ans et qui était détenue à 100% par l'État portugais, figurait sur la liste d'actifs que le pays s'était engagé à privatiser en échange du plan d'aide financier négocié en mai 2011 avec l'Union européenne et le FMI. Voilà les résultats des politiques libérales, on en voit le fruit. On continue avec deux informations sur la France. D'abord, des mesures envisagées contre le vin, ça c'est quand même incroyable aussi. On s'apprête en France à lutter contre le vin et non plus seulement contre la consommation excessive d'alcool. Désormais assimilé à une drogue, le vin serait jugé nocif dès le premier verre. Les 5 mesures qui sont envisagées sont: interdiction de parler du vin sur Internet, interdiction de parler positivement du vin dans les médias, taxation du vin au nom de la santé publique, radicalisation du message sanitaire, durcissement du message sanitaire sur les étiquettes. Voilà. Donc on note bien, hein, taxation sur le vin, une taxe supplémentaire, on n'est plus à ça près. Enfin, c'est facile de récupérer de l'argent comme ça. Et on termine ces infos économie avec une dernière information. C'est le sondage RMC de la semaine dernière. Alors la question c'était: la monnaie française doit-elle rester l'euro ? Point d'interrogation. Résultat de ce sondage, 81% des Français ont répondu non. Et il y avait 6337 votes. Je crois que ça a un no comment, comme on dit. On attaque la partie santé-environnement et on va parler du cancer pour commencer. Plusieurs informations sur le cancer. Tout d'abord, une interview sur le Nouvel Observateur, interview de Brigitte Simoneau, gynécologue, et de Dominique Lehouzec, pédiatre, qui exerce depuis 30 ans et qui assure que les maladies progressent. Alors, dans l'interview, Madame Brigitte Simoneau déclare sur le cancer: oui, la progression est évidente. Je discutais voilà quelques jours avec le radiologue voisin qui se disait même épouvanté par le nombre de cancers du sein qu'il détecte chaque jour. En 1982, je n'en voyais que rarement et il s'agissait de femmes ménopausées. Il est vrai que le dépistage ne visait pas alors les femmes de moins de 50 ans. Mais aujourd'hui, un cancer du sein déclaré concerne des femmes de moins de 50 ans, parfois de 30 ou de 35 ans. On continue. L'autre inquiétude, dit Brigitte Simoneau, c'est l'infertilité. Je suis frappé lorsque nous faisons un spermogramme de dénombrer 20 millions seulement de spermatozoïdes par millilitre, quand il y en avait 60 millions dans les années 80. Sur le diabète ou l'obésité, qui vont souvent de pair, Brigitte Simoneau est presque sans voix. Je cite: l'obésité prend un tour catastrophique. Elle se banalise comme l'alimentation de type américain. Difficile de savoir quel facteur prédomine, de la nourriture, des comportements à risque ou d'autres expositions. Voilà, je vous laisse lire la totalité de l'interview. Je mets bien sûr le lien qu'il faut. On continue, c'est toujours sur le cancer. Alors pour compléter les infos, voyez toutes les cartes des maladies région par région. Alors là encore, je vous donne les liens. Vous pouvez aller voir ceci par vous-même. En tout cas, selon le chercheur André Cicciolella, auteur du livre Toxic Planet, si les populations sont aussi inégalement touchées, c'est que le contexte environnemental propre à chaque lieu de vie serait à l'origine de plus de 50% des cancers constatés. Il est, c'est exact, indéniable que les émissions toxiques d'origine agricole, industrielle ou encore urbaine avec les particules fines des moteurs varient fortement d'un territoire à l'autre. Voilà. On continue, c'est toujours sur le thème du cancer, on parle des radiofréquences, puisque faute de recul suffisant, les effets de l'exposition à long terme aux radiofréquences n'avaient jusqu'ici pas pu être établis. Depuis la Suède, précurseur de la téléphonie mobile, des chercheurs viennent de publier la première étude sur le sujet. Ils mettent en évidence une augmentation significative du risque de tumeur cérébrale pour les utilisateurs de portables et de sans-fil après 20 années d'utilisation. À vous de lire l'article et de voir ça par vous-même. On continue, on va parler des déchets nucléaires, puisque le risque de catastrophe nucléaire ne s'arrête pas aux centrales nucléaires, mais il persiste sous d'autres formes de déchets disséminés de par le monde. Alors que pour Areva, qui veut nous faire croire que tout va bien, évoquant la partie visible de l'iceberg que sont les sites de stockage officiels, nonobstant les dépôts dits sauvages, que certains d'entre vous connaissent déjà. On parle entre autres de déchets disséminés dans les mers. Alors j'en avais déjà parlé avec Jean-Pierre Petit lors d'une interview. Là, vous avez les cartes, les emplacements et les dates exactes de plusieurs accidents, entre guillemets, qui font des mers des poubelles nucléaires. Voilà. On continue et on va parler des abeilles et du diesel, puisque selon une étude, le diesel empêcherait les abeilles de reconnaître le parfum des fleurs.
Les polluants atmosphériques émis par les moteurs diesel peuvent perturber la capacité des abeilles à butiner en transformant les molécules parfumées dégagées par les fleurs. Les résultats de l'étude indiquent que les oxydes d'azote, en particulier le dioxyde d'azote, seraient capables de perturber le processus olfactif grâce auquel les abeilles localisent les fleurs. La pollinisation est vraiment cruciale pour l'humanité puisque environ 70% des cultures mondiales destinées à l'alimentation en ont besoin, ce qui équivaut à peu près à 35% de la production alimentaire mondiale. On continue, on va parler du gaz de schiste. Alors tout à l'heure je vous parlais du gaz de schiste dans la partie économie, mais là c'est le gaz de schiste dans la partie santé-environnement, puisque le Parlement européen a proposé que les activités d'exploration ou d'extraction d'hydrocarbures non conventionnels par fracturation hydraulique fassent obligatoirement l'objet d'une étude d'impact environnemental en amendant une législation existante. Les députés proposent également des mesures pour empêcher les conflits d'intérêts et pour que le public soit informé et consulté sur le déroulement des projets. Plutôt une bonne solution et une bonne nouvelle. On verra ce que l'avenir nous réserve là-dessus. En tout cas, une directive sur les études d'impact environnemental définit les critères pour réunir les informations nécessaires avant qu'un projet, public comme privé, ne soit validé par les autorités nationales. On va parler de lobbying puisque Total envahit les écoles avec la bénédiction du ministère de l'Éducation pour faire du lobbying. Le lobbying ne se déroule pas que dans les couloirs du ministère, de l'Assemblée nationale, des commissions de Bruxelles, voire au sein de l'Élysée, mais c'est aussi dans les écoles que les plus grandes entreprises parviennent à s'insinuer, proposant aux enseignants des outils pédagogiques pour les aider à remplir le programme éducatif. Ah, mais Total n'est pas tout seul à proposer des cours gratuits entre guillemets. La chaîne de distribution Leclerc s'insinue elle aussi dans des écoles pour y faire de la publicité sous couvert de mener des actions environnementales entre guillemets. Les grandes cultures agro-industrielles viennent de leur côté meubler l'esprit des chères têtes blondes sous le sigle de l'école des céréales entre guillemets. Donc le site internet propose un partenariat pédagogique aux enseignants. Voilà, donc faut quand même se méfier que les lobbyistes ne viennent pas bourrer la tronche de nos enfants. On continue, on va parler de Fukushima avec une nouvelle fuite d'eau à la centrale nucléaire. Alors là, les fuites d'eau, il y en a, en veux-tu, en voilà. Alors TEPCO, qui gère le site ravagé par le tsunami du 11 mars 2011, a annoncé avoir découvert le 2 octobre dernier, en toute fin de journée, des gouttes sur la partie supérieure d'un réservoir de 450 m3 de 8 mètres de haut. Je cite, « Nous sommes désolés de devoir annoncer une nouvelle fuite », a expliqué lors d'une conférence de presse un porte-parole de la compagnie, indiquant, je cite, « On ne peut pas écarter l'hypothèse d'un écoulement au-delà de la zone des réservoirs vers l'océan Pacifique, distant d'environ 200 mètres. » Voilà. Les mesures effectuées sur la partie de l'eau qui a fui ont montré un niveau de 200 000 becquerels de rayonnement bêta, tandis que celle à l'intérieur du réservoir affiche un niveau de 580 000 becquerels par litre. Les techniciens de TEPCO évaluent provisoirement à 430 litres la quantité d'eau ayant fui. On continue et on va parler de Monsanto qui a reçu, je cite, le prix Nobel de l'agriculture pour ses recherches sur les OGM. Incroyable, non? Cette année, le célèbre prix World Food Prize, le prix mondial de l'alimentation, a été décerné à un scientifique de Monsanto pour ses recherches sur les OGM. La biotechnologie végétale aurait permis de lutter contre la pauvreté et la faim dans le monde, en plus d'être une mode de culture durable. Ça, si c'est pas le comble, on n'y connaît pas. On continue et on va parler de Google. Google qui est prêt à nous implanter une puce dans le cerveau. Voilà, ça, c'est très bien ça. Selon Ben Gomez, vice-président du département recherche de Google, une puce intégrée dans le cerveau est loin d'être un fantasme de science-fiction. Déjà, les gens commencent à l'expérimenter avec des personnes handicapées pour manœuvrer leur fauteuil roulant, mais le résultat est encore loin d'être parfait. Il reste un long chemin à parcourir. Incroyable. On termine cette vidéo en parlant du film Super Trash qui est sorti le 9 octobre dernier au cinéma. Il est sorti malheureusement que dans des petites salles, mais bon, si vous pouvez y aller, allez le voir quand même, je pense que ça vaut le coup. Alors, le sujet du film Super Trash, c'est qui a été fait par Martin Esposito. Donc Martin Esposito revient sur les lieux de son enfance. Ces lieux sont maintenant ensevelis sous une gigantesque décharge à ciel ouvert.
Seule sa cabane est toujours là, un ancien abri pour les ouvriers agricoles de l'époque, maintenant à la lisière de la décharge. Il décide de s'y installer et de vivre dans ce monde fait d'ordures et rythmé par le balai et le va-et-vient incessant des camions et bulldozers qui déchargent et nivellent les déchets. Petit à petit, les employés de la décharge se familiarisent avec sa présence et lui révèlent les secrets de cette zone. L'endroit de l'enfouissement, des fures d'arsenic, le trajet du lixiviate, ce jus de décharge, ce poison mortel qui s'écoule à travers une rivière sauvage et foisonnante jusqu'à la mer. Voilà, donc si vous avez la possibilité d'aller voir ce film, vous en avez vu quelques images, allez-y. On termine cette vidéo avec une information un petit peu plus légère, puisque sur le site internet et dans le journal quotidien régional Le Progrès, on s'est félicité que la vidéo YouTube Lionel Laquenelle ait fait 5000 vues cette semaine. Alors ouais, je pense pas que ça soit grâce au plat de la quenelle en elle-même, même si c'est vraiment excellent à manger, j'en sais quelque chose, puisque je suis d'origine de cette ville où la spécialité est la quenelle. Mais bon, à mon avis, ça n'a rien à voir avec le plat, c'est plus par rapport au buzz que fait Dieudonné avec toutes les quenelles, que ce soit qui sont faites par les militaires ou par les pompiers, etc. Le buzz vient d'ici. Enfin bon, c'était bien marrant de lire ça dans le journal. Rendez-vous la semaine prochaine, ou alors peut-être dans 2 semaines, parce que peut-être que la semaine prochaine je serai à Paris, je ne sais pas encore, ça se pourrait. Si je vais à Paris, bien sûr, c'est pas pour aller manger des quenelles, c'est pas pour aller faire du tourisme à la Tour Eiffel, ça sera pour tourner des vidéos et pour aller faire des interviews. Donc peut-être rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie les gens qui m'envoient des vidéos, qui m'envoient des informations, qui m'envoient des emails aussi auxquels j'ai pas le temps de répondre non plus, donc je m'excuse auprès d'eux. Je vous remercie tous d'être là, si nombreux toujours à regarder ces vidéos. N'oubliez pas d'aller voir le site Infolibre pour aller voir tous les liens de cette vidéo. Je les mets toujours, il n'y a pas de problème. Rendez-vous dans 2 semaines donc peut-être. D'ici là, restez bien informés. Ciao. So in the chair is Jesse Ventura. Welcome to you, Jesse. Thanks, Piers. Always a pleasure. So, has the government of the world's greatest superpower really shut down, or is this just some vast conspiracy? Well, you know, they're shut down, and I guess my question would be, since the government shut down, that should mean we shouldn't have to pay any taxes, right? Yet it's not going to work that way, is it? Even though they're not working, we're still going to be paying. I think it's time for a revolt in this country. I've been advocating a revolution for years now. Revolutions don't have to be violent, but we need one, and I would tell everybody here, vote them all out of office, and wait, don't vote in a new Democrat or Republican. Vote for anyone but Democrats and Republicans. Well, it's quite interesting, actually, because let's take a little look around this room here, because I did a little sample. You weren't all hand-picked for any political persuasion, but how many people here are Republicans? So just a few hands. How many are Democrats? A few more hands. And how many are neither Republican nor Democrats? So you are the Jesse Ventura future of American electorates. We are the majority. But how much of that do you think, this is just a random section of people that pitched up to watch the show, but how much of this is down to just general dissatisfaction with the American political system? Well, it's because the Democrats and Republicans have created this corrupt system, and they've been in charge now for 150 years. They've created a system that's based completely on the concept of bribery. If you pay them and bribe them, you get audience with them. If you don't, you're out the door. And so we need to get away from this concept of bribery. And that's why I'm considering making a run. But a couple things have to happen first. But I would run on this, ladies and gentlemen. My simple campaign would be this. I would give you the opportunity to elect the first president of the United States that does not belong to any political party since George Washington. He is our only president that belonged to no political party. And I think it's high time we elect someone that does not belong to these two gangs, because it's the gangs that dictate what's going on. This is all gang warfare here. This is gang warfare, where the gangs put themselves first, the gang first, the gang's money first, and we, the country, become second or third. We're actually third in line. See, every time I've spoken to you about this, I've been saying, no, Jesse, it's not like that. And yet their approval ratings plummet each time I've talked to you, even lower. And actually you end up thinking, yeah, they are a bunch of
gangs. They are. Overpaid, underworked children. Well, let's look at it this way. The big thing is healthcare, right? Well, in my last book, I showed you all. These elected officials have 4 options to choose from of healthcare. They won't give us 1. Yet they get 4 to choose from. Now, what do you think since the government shut down, are they getting paid? Of course they are. What do you think of Obamacare? Do what now? What do you think of Obamacare? I don't think anything of it because my belief is quite simple. We in the United States of America should have a policy that anyone who gets sick should be able to go to the doctor. Now, how they want to do it is up to them. But if we'd get out of all these damn wars, we'd have more money to pay for health care than we could shake a stick at. But instead, it's go to war, go to war, go to war. I love the reaction of the American people on the Syria deal. The calls were 300 to 1 opposing any more war. Finally, you're all waking up. Finally, you're waking up that we've been at perennial war for 60 years. Enough of this. Enough of this war crap. Well, enough of this particular segment, but you're coming back after the break. And let's talk about my book. To speak more, Jesse Ventura, after the break. Back now with my special guest, Jesse Ventura. I mean, Jesse, you hit all the right populist notes with all this stuff, but let's get real for a moment. Is it feasible in our lifetime that you could have a candidate running for president who was successful, who was not a member of the Republican or Democratic Party? I did it. I won the governorship of Minnesota and was not a member of the Democratic. Could you do it on a presidential level? Sure, if I'm allowed in the debates. But you notice those 2 parties control the debates. They won't let anyone else in them. If I can debate them, Piers, I can beat them. It's that simple. Somebody tweeted me earlier saying nobody who wears tie-dyed shirts could ever be president of the United States. Well, What is your response? My response would be then I guess a real person shouldn't be president because I'm a real person. Do you know when I ran for governor, I never used a prepared speech? Is that true? Yes, because my belief is if you tell the truth, you don't have to have a good memory.